L'espace, habiter son espace, transformer son espace, créer un espace à soi, c'est le projet. Et on voit qu'on débouche inévitablement sur des tas de renversements. On s'est dit, alors, si c'est ça le projet, du coup, l'accompagnement médico-social, la sécurité, la protection, c'est très important, bien sûr. Mais ce sont des moyens. C'est pas le projet. Le projet, il est de vivre. Bon. Et ça, je crois que ce pivotement-là, qui a commencé à être exprimé de mille et une façons dans les interventions de ce matin, voilà, si on repart tous ce soir avec ce questionnement et comment est-ce qu'on opère ce pivotement dans l'environnement dont on a la charge ou dans lequel on vit, on aura fait un très gros progrès. D'ailleurs, ça va être le sens, du coup, Madame Ravinette, de ce que je vais dire. Au fond, d'une certaine façon, ceux qui ont déjà pris la parole m'ont volé une partie de ce que j'avais l'intention de vous dire. Pas sûr que je sois plus court, hein, mais bon. Non, parce que les gens de mon âge ont la mauvaise manie, d'abord d'être souvent un peu longs, et puis de vouloir absolument retrouver de la cohérence dans ce qu'ils ont vécu, dans les transformations qu'ils ont vécues. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous ce matin. Je voudrais vous dire, au fond, autour de ce sujet de l'espace de vie, comment est-ce qu'on vit un espace, je vois deux lignes de force. Enfin, c'est un sujet qui est pris en tenaille, en quelque sorte, entre deux grandes transformations dont j'ai l'impression d'avoir été le témoin. Voilà, parce que j'ai l'âge que j'ai et que ça fait j'ai une quarantaine d'années au compteur dans le champ médico-social et que je crois que deux transformations très importantes y ont été à l'œuvre au cours de ces 40 dernières années et au fond, elles convergent un peu comme deux arches, si vous voulez. Elles prennent des appuis à deux endroits très différents et elles convergent pour saisir ce sujet de l'espace de vie. C'est un peu abstrait, hein, je m'explique. La première arche, le premier pilier, c'est la prise de conscience depuis quelques années. C'est une prise de conscience à la fois matérielle et existentielle que chaque personne en situation de handicap, mais enfin je pourrais dire ça aussi pour des personnes vulnérables, ayant d'autres vulnérabilités, du grand âge, de la précarité, etc. Chaque personne est le centre de son accompagnement. Pas au centre, elle est le centre. Au sens de vision et de décision. Elle est le centre pour une raison très matérielle, parce que c'est la conséquence technique d'une notion dont vous avez forcément entendu parler, parce que maintenant c'est un peu la tarte à la crème, c'est le parcours. C'est le parcours de soins, le parcours de santé, le parcours de vie. C'est une notion qui est absolument structurante quand on aborde les questions d'organisation d'une offre, notamment médico-sociale, puisque c'est le sujet ce matin. Et d'ailleurs, avec Didier Jaffre, qui le mentionnait tout à l'heure, on est quelques-uns à avoir commis un rapport il y a quelques années dont c'était le point central, cette question de parcours. Alors, le parcours, on pourrait faire une matinée dessus. L'idée, c'est que pour construire un accompagnement satisfaisant, qui va optimiser tous les moyens d'un territoire, qui va éviter le mieux possible toutes les ruptures de parcours, justement, il faut que les soignants, les accompagnants, les administrations arrive à se placer du point de vue de la personne, du point de vue central de la personne. Parce qu'il y a un geste parfaitement accompli, vu du professionnel, qui va l'effectuer, une intervention soignante ou un accompagnement éducatif très bien réalisé, vu de ceux qui les réalisent, peut se révéler complètement inutile, voire même nocif, si toute une série de choses plus modestes ne sont pas présentes et articulées. De l'aide ménagère, du portage de repas, enfin des petites choses qui sont tout aussi nécessaires, vues de la personne. Et c'est ce qu'on appelle travailler en mode parcours. Ça veut dire transformer l'offre d'un territoire et la manière qu'on a de travailler pour que les équipes travaillent en mode parcours. Bon, c'est tout un programme. L'essentiel à retenir, c'est qu'on prend conscience de ce que travailler en mode parcours, c'est une condition de la qualité de l'accompagnement. Et ça suppose prendre le point de vue de la personne. Se mettre à la place de la personne. Premier point. Et pour faire bon poids, il n'y a pas simplement une prise de conscience technique du parcours et de la place centrale de la personne dans le parcours. Il y a aussi une dimension, je dirais, plus philosophique, plus existentielle. Certains et certaines l'ont déjà mentionné ce matin en parlant de concepts qui se sont consolidés au cours des 20-30 dernières années. L'aide à l'autonomie, le principe d'autonomie ou d'autodétermination. Bon.
Je ne vais pas vous faire un topo long sur l'autodétermination, ça aussi, ça mériterait, et puis ce ne serait pas le premier à vous en parler, et ça mériterait toute une matinée. Je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose qu'on dit assez rarement. Aude Muscatelli, ce matin, a parlé du 5e risque de la sécurité sociale. Le nouveau risque de sécurité sociale, le risque autonomie. Je pense que très peu de gens ont mesuré qu'il n'a absolument pas les mêmes assises intellectuelles que les 4 précédents. Assurance maladie, accident du travail, allocation familiale et retraite. L'assurance maladie, l'assurance accident du travail, ils sont là pour m'aider à retrouver mon état de santé, ou enfin le meilleur état de santé possible. Et les médecins sont plus compétents que moi pour dire ce que peut être mon meilleur état de santé et pour me dire comment je vais y arriver. Ce qu'on va me rembourser, c'est des soins que des médecins ont fait ou ont prescrit, schématiquement. L'assurance retraite, les allocations familiales, c'est pour maintenir le mieux possible mon ancien salaire ou le niveau de vie que j'aurais si j'avais pas eu d'enfant. Et là aussi, des experts administratifs sont beaucoup plus compétents que moi pour connaître ce chiffre, pour le calculer, et ce qu'on va me rembourser, enfin ce qu'on va me verser, c'est ce que les experts ont calculé. L'assurance autonomie, elle ne va pas effacer ma déficience physique, psychique, intellectuelle, sensorielle. Je dois vivre avec. Elle doit me permettre de vivre avec, de vivre vraiment avec. Donc elle doit me donner les moyens de compensation et d'accompagnement qui me permettent d'avoir, avec mon handicap, des projets dans la vie. Et ces projets, on peut m'aider bien sûr à les élaborer, mais personne ne peut les décider à ma place. Alors, donc ce qu'on va me rembourser, ce qu'on va me payer, ça ne peut pas être fixé par quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, il n'y a pas d'argent gratuit, et la société peut fixer des limites au montant, mais c'est tout. Donc le 5e risque de sécurité sociale, le risque autonomie, c'est en quelque sorte le risque du pouvoir d'agir. C'est l'assurance sociale pour le pouvoir d'agir. Alors là, je pourrais développer des heures, hein. Mais ce que je veux vous faire sentir ce matin, c'est que la puissance de ce premier pilier, si vous voulez, la compréhension progressive qu'en matière d'accompagnement de l'autonomie, la personne, elle est centrale. Elle est centrale techniquement, elle est centrale pour des raisons de profonde philosophie de ce que c'est que l'aide à l'autonomie. Et ça commence à s'inscrire dans les politiques publiques. Alors comment est-ce que cette centralité de la personne, le premier pilier, peut s'inscrire dans les espaces de vie ? Ça a été dit par beaucoup des intervenants ce matin déjà. Si la société reconnaît le droit à chacun d'être décideur de sa propre vie, d'être chez soi dans sa vie, il faut qu'elle commence par le fait d'être chez soi, chez soi. Alors, qu'est-ce que c'est être chez soi, chez soi ? Fanny Cérez et Florence Mathieu ont développé la notion de virage domiciliaire, transition domiciliaire. Il y a pas mal d'enquêtes et d'études sur ce que signifie être chez soi, se sentir chez soi. À vrai dire, j'en connais davantage dans le champ du grand âge que dans le champ du handicap, ce qui est un peu dommage. Mais elles font toujours ressortir à la fois des critères d'architecture, de confort, d'aménagement d'espace, d'équipement disponible, des aspects un peu matériels. Bon. Et puis beaucoup des aspects d'usage. Usage des lieux. Est-ce qu'on peut choisir différents traits qui on veut ? Est-ce qu'on peut s'y enfermer, si on a envie de s'enfermer ? Est-ce qu'on peut y mettre du désordre ? Est-ce qu'on a le droit de faire du bruit ? Est-ce qu'on peut y faire venir un animal ? Bon. Et ces deux volets, le volet matériel et le volet, je dirais, touchant aux droits et libertés, ils sont forcément liés. Il faut forcément les penser ensemble. Mais l'important, c'est de les penser et d'en faire un projet. C'est d'en faire un élément central d'un projet médico-social. Parce que si moi, habitant, je n'ai pas le pouvoir d'agir sur la sphère immédiate de ce qui est à la portée de mon regard, à la portée de ma main, si je n'ai pas la possibilité de vivre mon intimité, si je n'ai pas la possibilité de le transformer comme j'en ai envie, de m'en servir selon mes besoins, ce n'est pas la peine d'imaginer d'aller plus loin dans le développement du pouvoir d'agir. Donc, le domicile, le chez-soi comme un domicile, c'est le premier test du pouvoir d'agir.
Et quand, dans un rapport récent du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, s'agissant du domicile du grand âge, mais enfin on transpose sans trop de problèmes, on parle de domicile capacitant, c'est ça ce que ça veut dire. C'est l'authenticité d'une vie domiciliaire, c'est le point d'épreuve, c'est le point de départ de toutes les autres capacités sociales. Alors, les autres capacités sociales, ça c'est le deuxième pilier. Il y a deux piliers. Le deuxième pilier de transformation profonde, qui exerce aussi sa pression sur qu'est-ce que c'est que le fait de vivre, de l'espace de vie, eh ben, il part plus de la personne elle-même, mais plutôt de la société, de notre organisation sociale qui, progressivement, très progressivement, à un pas de, enfin on ne dit pas sénateur, ça fait, mettons un pas de légionnaire, donne toujours plus de place aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est lent. C'est très lent. Mais il y a une montée réelle, je crois inévitable, de ce qu'on appelle l'accessibilité, de l'universalité d'accès aux différents espaces virtuels, matériels de la vie collective. Alors, la France se fait pas mal épingler sur ce sujet, donc on n'est pas parfait, très loin de là, d'autant qu'il suffit qu'un maillon de la chaîne ne soit pas accessible pour que, en général, toute la chaîne le soit. Bon. Donc c'est encore très lent, mais je trouve que les choses bougent. Et là, je veux dire que quand j'étais plus jeune, on était encore sur des domaines très sectoriels, on travaillait l'accessibilité des transports publics ou l'accessibilité des ERP, enfin des établissements recevant du public, etc. Les choses bougent. Voilà. La loi de 2005, elle a quand même marqué un tournant. On a élargi les champs, on a posé le concept d'accessibilité comme un concept en soi. Bon, je crois au caractère irréversible de la mise en accessibilité du milieu ordinaire, comme on dit. Parce que c'est un enjeu d'universalité des droits. Et donc je crois à la capacité croissante de ce même milieu ordinaire de devenir l'espace d'évolution normale des personnes en situation de handicap, de devenir leur espace de vie. Voilà. Et donc ça, c'est ça la deuxième pilier, la deuxième marche, si vous voulez. La deuxième ligne de force qui doit commander l'organisation de nos espaces de vie. C'est l'insertion dans la vie ordinaire, dans l'espace de vie ordinaire accessible à tous. Alors ça a l'air, voilà, gentillet. En fait, c'est très polémique, ce sujet. C'est beaucoup plus polémique qu'on ne peut le penser. Parce que cette option d'une société inclusive, comme on dit, accessible, à laquelle je crois profondément, peut apparaître comme un peu idéaliste, un peu déphasé par rapport à ce qu'est effectivement aujourd'hui l'accès de tous au milieu ordinaire de travail, de loisirs, de vie économique, de scolarité, de transport, etc. Et surtout pas assez attentif, et ça rejoint là aussi un des sujets évoqués tout à l'heure, pas assez attentif à la protection, à la sécurité que peuvent apporter des environnements adaptés, portés par des institutions spécialisées dans le milieu protégé. Et donc, sous cette thématique, ce deuxième pilier, de l'espace de vie inséré dans la société ordinaire, se niche le sujet complexe et un peu éruptif de la désinstitutionnalisation. Voilà. Quand on parle espace de vie, c'est pas possible de faire comme si cette question n'existait pas. Donc je ne vais pas l'éviter, même s'il me reste que 10 minutes. Je vais juste essayer de la poser correctement. Je crois même d'ailleurs qu'une réflexion bien construite sur les espaces de vie, les principes sur lesquels nous voulons qu'ils se façonnent, ça permet précisément de mieux poser la question de la désinstitutionnalisation. Et ça peut aider à la résoudre. Il y a dans cette salle beaucoup de responsables, d'agents de direction, de gestionnaires de structures médico-sociales. Ces structures que vous représentez, que vous dirigez, dans lesquelles vous travaillez, elles ont comme objet de faire vivre, de structurer justement, d'animer des équipes de professionnels complémentaires, cohérentes dans la diversité de leurs compétences,
dans la diversité de leur métier, expertes dans la connaissance fine de déficiences physiques, psychiques, intellectuelles, sensorielles, et qui sont capables, parce qu'elles ont un travail d'équipe, d'offrir ce qui répond aux aspirations des enfants et des adultes que vous accompagnez. Eh bien, des équipes structurées, organisées, ayant un projet, proposant des services dont l'hébergement peut faire partie. Ça porte un nom, ça s'appelle une institution. Voilà. La qualité d'un travail professionnel, ça s'inscrit naturellement dans une approche institutionnelle. Et en même temps, simultanément, beaucoup de personnes en situation de handicap expriment aujourd'hui leur souhait de ne pas passer toute leur journée, toute leur semaine, toute leur vie dans un environnement institutionnel, contraignant. Alors pour la partie de la vie qui se déroule en établissement médico-social, ça veut dire des transformations importantes dans la manière de vivre de l'intérieur l'établissement, en y aménageant des espaces différents, en y ouvrant des espaces de parole aussi, de décision, de liberté de choix de vie au quotidien, mais ça suppose aussi de sortir des établissements, de proposer des parcours de vie plus ouverts, plus variés, qui interagissent plus fréquemment, plus densément avec le milieu ordinaire. Autrement dit, une désinstitutionnalisation partielle ou totale de la vie des personnes. Mais il ne faut pas confondre la désinstitutionnalisation dans la vie des personnes et les mérites d'une institution comprise comme une équipe et une condition de la qualité du travail des professionnels. Et je crois au contraire que plus les parcours de vie sont désinstitutionnalisés, plus l'accompagnement spécialisé et ces mêmes parcours, donc l'accompagnement des parcours, l'accompagnement dont ont besoin les personnes et dont ont besoin aussi les acteurs du milieu ordinaire qui découvrent des publics dont ils n'avaient pas du tout l'habitude. Plus ces accompagnements, donc, doivent reposer sur des équipes cohérentes, structurées, ayant des solides méthodes de travail, bref, celles dont je parlais tout à l'heure en parlant d'institutions. Ce n'est pas avec des services morcelés, des services diffus, mal organisés, qu'on pourra accompagner efficacement des personnes vulnérables qui se confrontent avec le milieu ordinaire tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, moins il y a d'institutions dans la vie des personnes, et plus il faut d'institutions pour les professionnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de lieu et d'espace de vie ? D'abord, il faut prendre conscience de ce que précisément la sécurité, la protection que l'institution professionnelle doit offrir avec un lieu de vie, elle doit faciliter la désinstitutionnalisation des personnes, la désinstitutionnalisation des parcours. Et pour ça, comprendre que la sécurité, la protection sont des droits fondamentaux, surtout pour des personnes vulnérables, mais ce ne sont pas des buts en soi. Ce ne sont pas des buts, c'est des moyens. Le but que doit accompagner l'institution, pardon de dire ces évidences, mais c'est de pouvoir avoir des projets dans la vie, c'est de pouvoir interagir autant qu'on peut avec l'environnement social, l'environnement de voisinage, l'environnement de loisirs, etc. Le but, c'est d'être un citoyen comme les autres, de pouvoir être un habitant du quartier, du village, être utile aux autres, et de pouvoir le faire en sécurité. La sécurité, la sécurité qu'offrent les espaces de vie, la protection qu'offrent les espaces de vie, ce sont des moyens d'ouverture vers le monde extérieur. C'est ça l'approche à laquelle nous appelle l'ouverture du monde extérieur. Et d'ailleurs, ça a une conséquence très, très concrète pour les espaces de vie qui organisent une vie collective. Parce que la désinstitutionnalisation, totale ou partielle, des parcours des personnes, ça ne consiste pas forcément à tourner le dos à la vie collective. Au contraire, j'insiste, il y a bien deux piliers, Il y a, pour n'importe quel espace de vie, pas forcément, mais particulièrement pour les personnes vulnérables, celles qui sollicitent beaucoup d'accompagnement, il y a bien sûr le premier pilier du chez-soi intime, mais il y a aussi le fait que l'espace de vie puisse être le lieu du lien, de l'échange, de la vie sociale. Et le deuxième pilier, ça veut dire un espace de vie qui soit un point d'appui contre la solitude qu'on subit, contre la solitude qui ronge. Et les modes de vie collectifs sont évidemment une réponse.
Mais, là encore, à condition qu'ils parviennent à respecter en même temps les rythmes et les libertés individuelles qui s'attachent à la vie de chacun. Alors c'est une forme de ligne de crête, hein. C'est une ligne de crête, j'en ai tout à fait conscience, et il faut bien le dire, dans certains cadres juridiques, c'est plus difficile que dans d'autres. Mais je crois que les premiers exemples donnés ce matin montraient que ça n'est impossible nulle part. Et surtout, le plus important, c'est que quel que soit le statut juridique, les contraintes qu'impose ce statut juridique, les contraintes qu'impose l'occupation collective d'un même lieu, il faut que ça puisse se vivre comme le projet de ceux qui y vivent, y compris les contraintes. Il faut faire de cette vie collective un projet. Je dis quelquefois, il faudrait que les CVS ou CVS, enfin, Conseil de vie sociale, tout le monde connaît, ou une instance peut-être plus ambitieuse qu'on pourrait substituer au CVS. Bref, il faudrait qu'ils deviennent le projet de l'établissement. C'est pas un machin qui aide à accompagner la vie intérieure des projets d'établissement. C'est le projet. C'est le fait de vivre à plusieurs, c'est un sacré projet. C'est un sacré projet. C'est rude. C'est beau, si. Et donc, l'instance qui permet d'organiser cette vie à plusieurs, ça devrait devenir central dans le projet. Alors, j'ajoute, puisqu'il faut que j'approche de ma conclusion, c'est promis. 3 minutes. Oui, oui. 2 pages. Pour faire converger les 2 arches, les 2 piliers, je crois que il faut penser les espaces de vie vraiment comme trois cercles concentriques. Si vous voulez. Il y a le premier cercle, j'y reviens pas, j'ai été assez long, puis d'autres en ont parlé, le chez-soi, l'intime, l'espace privé. Il doit pouvoir s'insérer dans un deuxième cercle concentrique, alors qui sera différent selon l'intensité du projet. Ça sera de simples voisins d'immeubles, ou ça sera des colocataires, ou des cohabitants, ou des co-résidents. C'est le cercle des familiers du quotidien et tous les espaces qu'ils composent. Il y a ensuite, on a commencé à en parler, on en parlera encore plus tout à l'heure, le cercle un peu plus large, auquel on ne pense pas toujours, mais qui s'appuie quelquefois sur ce qu'on appelle les tiers-lieux. Vous savez, c'est des cercles de vie qui sont construits autour d'activités ponctuelles, avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins bien, des gens du quartier, des gens un peu plus lointains. Mais c'est un cercle qui permet, avec les espaces correspondants, de faire la transition, le lien avec le grand espace, le grand cercle de la vie sociale. Et je crois que ces 3 cercles, ils s'emboîtent. Ils peuvent se soutenir mutuellement. Et ça aide à faire converger les 2 piliers dont je parlais, la reconnaissance de la centralité de la personne et la participation à la vie sociale ordinaire. Et donc une institution médico-sociale, entendue dans le sens que je vous disais tout à l'heure, si elle ne veut pas être en retard sur son temps, elle doit faire l'effort de proposer ces 3 cercles ensemble. Et de les proposer en s'appuyant sur des projets, c'est-à-dire en comprenant que les espaces de vie, s'ils doivent assurer la sécurité, assurer la protection, assurer l'accompagnement, ils n'ont pas pour projet d'assurer la sécurité, la protection, l'accompagnement. Le projet, ça doit être autre chose. Autre chose pour tout le monde, pour les résidents accompagnés et pour les professionnels accompagnants. Je vais vous dire, je vais prendre un exemple. Ça sera le seul et ça sera l'exemple final. Le projet d'une équipe de sportifs handisport en 2024, c'était pas de vivre dans un espace adapté avec de l'accompagnement. C'était d'avoir un espace adapté avec de l'accompagnement pour s'entraîner et réaliser des performances au JO de Paris. Et c'était aussi évidemment le projet de toute l'équipe, des professionnels accompagnants, pas simplement les moniteurs de sport. Et c'est ce projet qui donnait du sens à tous les équipements, les logements, les accompagnements, les règles de sécurité, etc., etc. Et le miracle, c'est qu'on a découvert en août 2024 que la tonicité de ces projets était telle qu'elle devenait aussi, le jour de la compétition, le projet du public qui était là, dans les tribunes. Et ça devenait un projet auquel adhérait la société tout entière. Et qui faisait du bien et qui donnait du sens à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit aux organisateurs de la journée qu'ils avaient eu infiniment raison de placer en perspective cet après-midi le 3e temps, la responsabilité environnementale. Parce qu'au-delà de ce que la responsabilité environnementale peut impliquer en termes d'organisation, de construction, d'équipement, de mode de vie pour des établissements médico-sociaux ou des services médico-sociaux, c'est un exemple de projet pour tous.
pour les personnes accompagnées, pour les professionnels accompagnants, même un projet pour les pouvoirs publics. Et c'est surtout, et c'est là le point le plus subtil, mais le plus intéressant, une manière de décentrer un peu, de décentrer juste ce qu'il faut, le projet de la vie en établissement. Voilà. Pour bien aborder la question des espaces de vie, cette question du décentrement du projet médico-social, elle est essentielle. Ma conclusion, je vais vous dire, ça va être puisqu'on dit que je porte le titre un peu ronflant de grand témoin. Je me suis dit, puisqu'on est en tout petit comité, là, je vais pouvoir faire des confidences. Et puis voilà, arrive le moment des témoignages. Ce pivotement qui consiste à, quand le doigt pointe la lune, ne pas regarder le doigt, hein, ne pas bien comprendre que accompagnement, sécurité, ce sont des moyens au service d'un projet. Ce décentrement, j'ai mis plus de 30 ans à être capable de le vivre personnellement, parce qu'il se trouve que je suis père d'un jeune adulte polyhandicapé avec de graves retards intellectuels, physiques. Et pour des familles, c'est un long parcours de comprendre que l'accompagnement et le soin ne sont pas le projet et qui sont au service des projets que doit avoir la personne, en l'espèce mon fils. Et donc c'est pour ça que je mesure la difficulté qu'il y a à opérer ce même changement pour des équipes de professionnels, pour des associations, des administrations dont c'est le métier. Mais, et alors ça vraiment, témoignage presque testamentaire, ma conviction, c'est que la transformation de l'offre médico-sociale, dont on vous rebat les oreilles depuis maintenant pas mal d'années, le sens profond qu'elle peut avoir, la transformation de l'offre médico-sociale, c'est de comprendre que l'offre n'est pas un but, mais un moyen. L'offre n'est pas un but, mais un moyen. Un moyen pour porter avec les personnes accompagnées les projets, leurs projets, qui deviennent du coup les projets de l'équipe tout entière. Et ça sera ma conclusion.